Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation des derniers changements de l'outil Cerberus. Donc la vidéo va présenter les changements de la dernière release stable, qui est la 4.18, qui a été réalisée il y a de ça quelques mois, 1 ou 2 mois. On va passer en revue, essayer de présenter un peu en visuel la plupart des fonctionnalités. Et puis en profiter pour faire du coup une petite démo des changements pour que vous les ayez bien en tête. Alors pour petit rappel, hein, donc Cerberus, on est 3. Moi, c'est Benoît Dumont qui va faire la présentation. Dans l'équipe, on a Benoît Sivel et Antoine Crasse qui sont à votre disposition pour répondre aux questions si nécessaire. Un petit rappel sur le fait que l'outil est en open source, hein, donc on a l'ensemble des sources sont disponibles sur GitHub sans aucune restriction. On a un petit Slack pour supporter l'outil de manière un peu interactive. Et on anime les meet-up notamment sur cette partie changement et annonce des changements sur la plateforme. Pour rappel également, donc la plateforme, c'est voilà, une plateforme de test centralisée. Ça permet d'automatiser l'ensemble des cas de test, quelle que soit la technologie, et de centraliser tous les cas de test dans une seule plateforme de manière graphique. Donc, c'est une interface web qui permet d'administrer, lancer, superviser, sortir des reportings d'exécution des cas de test, améliorer ses campagnes, le tout intégré en CI/CD et sur base de technologies web, Android, iOS, API et même client. On a une chaîne YouTube aussi pour rappel, avec un certain nombre de cas d'usage présentés et des présentations en vidéo. Alors, on va rentrer sur le vif du sujet. Donc, la présentation, elle est découpée en plusieurs parties. Donc, on va d'abord commencer par les nouvelles features, donc, et du coup, les changements voilà, visuels ou dans l'usage côté utilisateur. Quelques bugs fixes qu'on se partagera dans cette release. Voilà, les petites informations voilà, les points d'attention dans la bascule de la release, des choses qui pourraient être dépréciées, qu'il faut prendre en compte. Et on fera une petite aparté sur le repo Cerberus qui a été aussi restructuré il n'y a pas très longtemps pour donner plus de lisibilité sur l'ensemble des projets autour de la plateforme. Alors on commence sur les améliorations. Donc voilà, la liste est assez conséquente. Donc là, on ne voit pas grand-chose. Benoît, Oui. tu peux mettre en plein écran, s'il te plaît? Ouais. C'est parti. Alors là, de toute façon, on ne va pas les parcourir sur cette slide-là. C'est effectivement petit. Donc, ils sont tous détaillés sur des slides un peu plus grands. Donc, on va les prendre un par un. Les premiers, alors qui sont des changements purement visuels, mais qui aident aussi un petit peu dans l'administration, c'est dans la gestion des logs. Donc, vous savez que dans l'outil, il y a un système d'audit avec une gestion des logs qui remonte toute des informations de traçabilité de ce qui se passe sur l'outil. Dans cette release-là, on a ajouté la notion de criticité. Donc maintenant, on est capable d'identifier des logs erreurs sur la plateforme et du coup de cibler directement sur les potentielles erreurs ou mauvais fonctionnement qu'il y a pu avoir sur la plateforme. Donc ça, c'est nouveau. Voilà, visuellement mis un petit code couleur pour que ça soit facilement identifiable. Et donc ces logs, hein, pour rappel, ils sont dans le menu administration log viewer. Deuxième feature, alors ça c'est un truc qu'on va essayer de généraliser un petit peu dans l'interface graphique. On a rajouté, donc là je suis sur une page de détail d'exécution, de compte rendu d'exécution d'un cas de test qui est tout OK. Dans l'onglet robot, on a rajouté un petit bouton d'édition qui permet du coup directement sur l'exécution, sans devoir repasser par les menus, d'éditer les caractéristiques du robot. Donc ici, si je clique sur le bouton Edit, je vais être en capacité de directement ouvrir la modale d'édition de robot, changer potentiellement les paramètres, voilà, la résolution d'écran, la version, ainsi de suite, et sauvegarder directement en ligne pour relancer mon cas de test directement par le bouton Rerun. Donc ces petits boutons d'édition, on est en train de les déployer un peu progressivement. L'idée, c'est d'accélérer la navigation dans l'outil, éviter de devoir retourner dans les menus, rechercher un élément, alors que finalement, je suis directement dedans et je souhaite le mettre à jour directement en ligne.
Fonctionnalité suivante, c'est la gestion des API key. Alors, comme vous le savez, Cerberus a tout un set d'API qui permettent directement d'administrer les outils les objets par API et pas uniquement via l'interface graphique. Ici, dans le menu administration, si on a la liste des utilisateurs, on va pouvoir, alors pour appeler ces API, il faut forcément une API key et les API key ont été setées directement attachées aux utilisateurs. Donc, on peut créer ici directement des comptes de service, par exemple, si vous avez une application qui veut interagir avec Cerberus, vous pouvez créer un service account et sur chaque service account, vous pouvez y attacher une API key. Donc, il y a un petit bouton pour setter voilà, une chaîne de caractères API key aléatoire et un petit bouton copie pour pouvoir facilement l'intégrer dans votre script curl ou ainsi de suite et pouvoir facilement du coup administrer les droits. Donc les droits seront hérités du compte utilisateur associé pour administrer les droits du coup qui seront aussi portés par les API en conséquence. Voilà, donc ça c'est la partie utilisateur. Sur un petit changement également sur la gestion des librairies de données. Donc là, je suis sur l'écran avec l'ensemble de mes listes de librairies de données. Alors, je vais filtrer sur des types de data librairies qui sont de type CSV. On a ajouté ici un petit bouton, ce qui n'était pas le cas avant, qui permet, une fois que j'ai créé ma librairie de données et que j'ai chargé mon fichier CSV, j'ai un petit bouton ici pour être capable de le récupérer. Et ça me permet voilà, du coup d'avoir downloadé mon fichier sur mon PC et de pouvoir du coup le gérer et l'administrer. Donc du coup, c'est pas uniquement, je suis pas obligé de garder mon CSV dans un référentiel tiers et du coup pouvoir potentiellement le modifier pour le re-uploader. Voilà, donc si je l'ai perdu, je peux le redownloader, le rééditer et le re-uploader directement dans l'outil en ligne. Fonctionnalité suivante. Donc, on a beaucoup amélioré un peu la navigation. Donc, un cas d'usage typique dans Cerberus, c'est souvent de switcher entre l'écran d'édition du cas de test. Donc là, je suis sur mon écran de test case script qui me permet d'administrer mon test. Et un cas d'usage fréquent, c'est de switcher entre la dernière exécution que je viens de faire pour analyser le fonctionnement et l'édition du cas de test directement en ligne. Là, je suis sur l'édition du cas de test. On a fait des changements d'ergonomie de manière à ce que, ici, si je me positionne sur un step particulier, donc ici, par exemple, le step 4, en appuyant sur la dernière exécution, le focus va être fait directement sur le step 4. Donc, je vois bien mes actions. Si je suis sur ma dernière exécution, inversement, je me mets sur, voilà, par exemple, le step 7 ou ici le step 8. Je suis mis sur le step 8. Si je reclique sur le cas de test, je vais revenir sur mon script directement avec le focus sur le step 8. Donc, ça permet, quand je suis en train d'éditer un step, de pouvoir switcher facilement et pas devoir, pareil, rechercher dans la liste et recliquer dessus en permanence. Ça réduit le nombre de clics et accélère l'administration des cas de test. On a agrandi l'affichage des screenshots. Donc ici, quand Cerberus fait une exécution et qu'il prend des traces, donc automatiquement il fournit des screenshots. Les screenshots étaient relativement petits, donc des fois difficilement lisibles, et ça imposait le fait de les ouvrir souvent en plein écran. Donc là, on a agrandi l'écran de manière à ce qu'il soit directement lisible sans devoir faire pareil un clic supplémentaire. Là, j'ai la totalité du screenshot et c'est suffisamment grand pour pouvoir être analysé et exploité sans devoir zoomer. Fonctionnalité suivante. Donc là, on est sur la page d'exécution de campagne. Alors, pas tout à fait. Ah oui, donc je vais revenir sur la précédente page. Ce qu'on a aussi amélioré, alors c'est dans le changelog d'après, c'est l'ordre de création des traces ici.
est préservé. Donc, on avait tendance à afficher ici l'ensemble des screenshots ou des logs qui étaient pris dans un ordre qui était alphabétique ou relativement aléatoire. Ici, maintenant, ils sont garantis d'être apparus dans l'ordre de création. Donc ici, ce screenshot-là a été pris avant celui-là, qui a été pris avant la partie HTML. Donc pareil, ça aide aussi à l'analyse si jamais les composants sont encore en train de bouger pendant qu'on est en train de faire un screenshot. Donc ça correspond à cette entrée ici. Et alors ça, c'est une manière transverse sur l'ensemble de l'application. Je vais l'illustrer sur un petit cas ici. Tous les champs de date, donc c'est le cas de celui-là ou celui-là par exemple, ont été standardisés sur un format lisible, donc un format lié à la locale du navigateur. Donc ici, c'est le format français, hein, date, mois, année avec l'heure. Il y avait beaucoup de champs de date qui étaient affichés dans un format relativement compliqué un peu partout dans l'interface. Donc ça a été corrigé de manière à être capable de le faire proprement. La gestion des proxys, et des exécuteurs sur les robots. Donc là, je suis sur la page d'administration des robots. On a permis le fait de pouvoir régler la définition du proxy sur le robot. Donc historiquement, il n'y avait pas cette combo box. On ne pouvait pas choisir plusieurs options sur la partie robot. Donc par défaut, on renseignait les champs de proxy et s'ils étaient renseignés, ça activait systématiquement le network traffic, qui consiste à ce que Cerberus contacte un composant qui va à la volée ouvrir un proxy et au moment où on ouvre le navigateur, forcer l'ensemble du trafic vers ce proxy qu'on vient d'ouvrir pour pouvoir tracer tous les appels faits par le navigateur et potentiellement rajouter des contrôles. Donc là, l'idée, c'est donc on a maintenu ce comportement-là en sélectionnant le network traffic dans le proxy type. On peut forcer à none, qui est le comportement avant, si on laissait les champs vides, à savoir le navigateur se connectera directement sur Internet sans aucune configuration du proxy. Mais maintenant, on peut faire un réglage intermédiaire. Donc, on peut forcer un proxy de manière manuelle sans forcément passer par le composant Cerberus de Network Proxy. Ça veut dire que le navigateur démarrera et en dur, il passera par un proxy intermédiaire au moment où il va lancer le cas de test. Fonctionnalité suivante, donc c'est dans la modale de gestion des options. Donc sur les actions et les contrôles, donc on a une petite modale ici qui permet de surcharger certains comportements par défaut des actions et des contrôles. On est venu rajouter ce petit encart-là qui permet à la fois sur une action de forcer une prise de screenshot avant et après, donc avant et après l'action. Et ça permet aussi d'insérer une tempo avant et après, donc en millisecondes, avant et après l'action. Donc c'est extrapolable sur la partie contrôle. L'intérêt de ça, c'est finalement de limiter l'utilisation des actions supplémentaires qui forcent certaines tempos à des endroits particuliers. Si on sait que la tempo elle est nécessaire avant de faire une action, on la positionne ici. Ça rend le test plus lisible parce que ça évite de rajouter une action supplémentaire. C'est directement embarqué dans l'action. Et de la même chose, si on veut faire des contrôles, forcer des contrôles visuels ou prélever des preuves en screenshot à certains endroits stratégiques du cas de test, on peut juste activer la case à cocher sans rajouter un contrôle de type screenshot de manière obligatoire. Donc l'objectif de ça, c'est réduire la taille de définition de mes cas de test en ne gardant que la partie la plus orientée métier, donc la plus orientée tournée vers quelles actions je fais et quel contrôle je fais. Hop, on continue. La feature suivante est liée à une fonctionnalité que je pense on n'a pas eu trop l'occasion de présenter. C'est une fonctionnalité qui permet
alors je vais revenir. C'est une fonctionnalité qui permet de récupérer un rapport d'exécution de cas de test sous forme de PDF. Donc ici, dans la campagne d'exécution, il y a un bouton qui permet de downloader un report en format PDF. Donc, qu'est-ce que ça génère? Dès qu'il sera généré, je vous l'afficherai. Donc, le PDF permet d'avoir une version figée, finalement, une photo de l'ensemble de l'exécution de la campagne. Donc, l'objet downloadé est sous forme de fichier zip, et à l'intérieur du fichier zip, on va retrouver un PDF principal qui reprend les éléments principaux résumés sur l'ensemble de la campagne, et puis une succession d'annexes qui vont, par paquet d'exécution, lister et donner le détail de toutes les exécutions. Alors, je ne sais pas si là on voit ma fenêtre de navigateur. Je ne sais pas si Benoît, on voit la fenêtre avec l'ensemble des PDF là, ou on voit que la fenêtre Chrome? Non, on a que le Chrome. Que le Chrome. Alors, je vais repartager du coup. Hop, je vais repartager tout mon écran pour être sûr qu'on voit bien. Donc, je reviens sur ma page d'exécution. Donc, ce que m'a ouvert Cerberus, là en l'occurrence, c'est un fichier zip. Dans le fichier zip, je me retrouve avec, là en l'occurrence, 6 fichiers PDF. Dans le premier PDF, je vais avoir un peu un résumé de la campagne. Donc, c'est une tête de chapitre sur l'ensemble de ma campagne. Donc, je retrouve les éléments principaux de ma campagne. Voilà, où a été exécuté, sur quel pays, quel environnement, un résultat global avec un éclatement par pourcentage. Et après, j'ai ici un tableau avec la liste de toutes mes exécutions, les codes retour et les principaux éléments. Et ici, une petite référence sur l'appendix correspondant. Donc, les exécutions sont liées à un fichier d'appendix. Donc ici, par exemple, c'est l'appendix 3. Et dans mon archive de fichiers, si j'ouvre l'appendix 3, donc je vais retrouver, là, donc c'est des PDF qui sont relativement volumineux, hein, donc, parce qu'on va retrouver du coup l'ensemble des éléments de ma campagne, y compris la partie screenshot. Donc là, j'ai le détail de tout ce que Cerberus a fait. Et voilà, c'est un moyen de prouver. L'objectif de ça, c'est aussi être en capacité de quelque part signer les PDF. Et de garantir que la non-régression a été faite sur un périmètre qui, du coup, sera figé et peut devenir contractuel vis-à-vis d'un tiers. Et ce qu'on a fait, alors, du coup, dans les petites évolutions de cette feature, c'est on a rajouté la possibilité alors, oui, donc c'est la capacité il y a un paramètre supplémentaire qui permet dans le PDF de limiter les informations qui sont affichées. Feature suivante, donc ça correspond à la gestion des downloads. Donc, comme vous savez, on a des cas de test. Donc là, c'est un exemple de cas de test qui permettent de traiter et d'exécuter des récupérations de fichiers. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer un exemple, ça sera parlant. Donc, comme vous le savez sans doute, donc Cerberus, il a la capacité d'interagir avec les fichiers downloadés directement sur le navigateur. Donc, le cas d'usage, c'est je teste un site web qui va downloader un fichier, quel que soit son type, et je veux vérifier que l'opération de download fonctionne bien et que le fichier se retrouve bien sur le poste où est le navigateur, avec voilà, la taille qui va bien et avec les éléments qui vont bien. Du coup, ce qu'on a amélioré ici, c'est dans l'action Cerberus qui permet de récupérer ces fichiers. Donc, cette action, elle prend en paramètre le chemin local du robot où sont downloadés l'ensemble des fichiers. Donc, dans cette action-là,
on a bien ici l'ensemble des fichiers qui sont repris. Ce n'était pas le cas avant, donc tous les fichiers sont du coup stockés au niveau de l'exécution et sont accessibles dans le reporting d'exécution. Là, en l'occurrence, dans le fichier download, il y avait voilà, un fichier JPEG d'exemple, un fichier PDF, un fichier JSON et un deuxième fichier PDF. Donc là, si j'ouvre un des fichiers PDF, par exemple, voilà, je me retrouve avec le PDF qui a été downloadé. Et en complément de ça, donc Cerberus présente un fichier JSON qui permet de faire tous les contrôles. Dans ce fichier JSON, je vais avoir du coup un résumé du nombre de fichiers qui a été downloadé et je vais avoir dans un tableau l'ensemble des fichiers présentés avec leur chemin, leur nom, la taille, la dernière date de modification. Et ce qu'on a introduit dans cette fonctionnalité-là, c'est on va maintenant parser le fichier PDF. Donc à partir du moment où le fichier downloadé est type PDF, on va présenter dans ce fichier JSON une section supplémentaire qui permet à la fois d'avoir la liste des certificats. Donc c'est ce bloc-là, là en l'occurrence le PDF n'est pas signé, mais ici on a un PDF signé. Donc je vais avoir ici des éléments qui vont pouvoir, voilà, on pourra pouvoir maintenant écrire un cas de test qui dit sur mon application, je download un PDF et le PDF, je vérifie qu'il est bien le format PDF, je peux l'ouvrir et en plus, je peux vérifier que ce PDF a été signé avec des certificats, avec des noms de certificats spécifiques. Et en complément, je peux aussi contrôler le contenu du PDF parce qu'on va dans une section à part convertir en texte l'ensemble du contenu du PDF. Donc, je vais pouvoir faire des contrôles du type, je veux vérifier que dans la page 3 de mon PDF, je retrouve bien la référence de ma commande ou la référence d'une facture ou la référence d'un produit ou une chaîne de caractères spécifique que je m'attends à avoir sur ce PDF-là. Donc, voilà, ça améliore les contrôles et ça permet d'aller beaucoup plus loin dans le contenu, y compris de type PDF, généré par les applications que je teste. Donc ça, c'est cette fonctionnalité-là. Ensuite, on est sur les actions de scroll. Donc, les actions de scroll to, elles ont été pas mal optimisées. On avait quelques instabilités sur les actions scroll to, notamment quand on faisait des offsets. Donc, on peut vouloir scroller sur un élément et puis décaler après avoir scrollé sur l'élément en haut ou en bas. Donc, il y avait déjà dans Cerberus un paramètre qui était global à Cerberus qui permet de systématiquement faire ce décalage. Donc, le paramètre existe tout de suite, toujours. Ce qu'on a rajouté, c'est la possibilité directement sur l'action de faire ce décalage en offset. Donc, il suffit ici juste de préciser l'offset horizontal. Donc, bien souvent, l'offset horizontal est à 0, séparé d'un offset vertical. Donc, voilà, si je veux descendre de 20 pixels supplémentaires, je vais mettre un 0,20. Ce que va faire Cerberus avec cette action, c'est qu'il va se positionner cet élément-là tout en haut du navigateur et ensuite il va descendre de 20 pixels. C'est souvent le cas d'usage qu'on fait, donc on peut descendre ou monter en mettant plus 20 ou moins 20. Et donc du coup, maintenant, sur chaque action, on peut régler l'offset de scroll pour positionner finalement l'écran sur le bon endroit dans l'écran. Et on a réglé pas mal de stabilité, notamment sur des applications qui ont un scroll un peu long. Il y a certains sites web sur lesquels l'opération de scroll est relativement lente. Et donc ça a entraîné des dysfonctionnements dans Cerberus. Donc ça a été corrigé. On a rajouté un peu de tempo entre les différents scrolls pour sécuriser que tout se passait bien et que le scroll était correct. Voilà pour le scroll to. Côté API, on a aussi rajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités. Donc là, je suis sur le référentiel des API dans le menu application service library. Donc si j'ouvre une librairie d'appel, enfin un appel d'API tel qu'il est défini dans Cerberus. Donc là, on a rajouté la possibilité de définir le type de body et donc de forcer le fait que l'appel d'API se fera sans body, sans payload. Soit sous forme de row avec un body à renseigner de manière en mode texte,
soit avec un body de type clé-valeur, donc en formulaire passé dans l'URL, soit encodé, soit non encodé. Donc ça permet aussi d'être beaucoup plus fin sur la manière de gérer les API et régler des comportements spécifiques en fonction de j'envoie un payload ou je le passe dans la query string. Écran suivant, donc ça c'était la partie PDF qu'on avait déjà discuté. Je vais passer en plein écran pour être sûr qu'on voit bien. Donc on a rajouté une nouvelle variable, ça c'était quelque chose qui nous a été demandé aussi, qui permet de mieux spécifier notamment les boucles. On a inséré une variable maintenant qui permet, donc sur une propriété, donc là en l'occurrence c'est la propriété qui s'appelle prop0, de retourner directement le nombre de lignes que contient ma propriété. Donc, ma propriété, pour rappel, ça peut être une liste d'objets. Donc là, je retourne le nombre d'objets que j'ai dans ma liste. Donc ça permet, par exemple, quand je fais un select en base et que je vais mettre donc, si dans ma table, il y a une liste de produits, donc ça me permet ici de récupérer sur le résultat de ma requête combien de produits m'a retourné la requête et potentiellement pouvoir boucler dans un step en utilisant cette variable-là comme limite de ma boucle directement. Côté engine, on a aussi rajouté des variables système supplémentaires pour récupérer les identifiants de sessions robots. Donc, voilà, ça peut être utilisé aussi bien la session interne réglée par la couche Selenium ou la couche natif, mais aussi des sessions externes quand on branche Cerberus à un browser stack ou un lambda test, il y a des numéros de session un peu spécifiques qui sont renseignés. Donc là, on a les deux variables pour être capable de récupérer les sessions techniques des robots. Une fonctionnalité intéressante, donc à partir de cette version-là, quand on fait un contrôle basé sur un contrôle de type numérique, donc il y a des contrôles de type texte, enfin des comparaisons de type texte et des comparaisons de type numérique. Quand la comparaison est de type numérique et qu'en entrée, on met une chaîne de caractères qui n'est pas forcément du numérique, comme ici, où là j'ai un montant en euros qui inclut UR et qui inclut des sigles euros. Ce que va faire Cerberus, c'est qu'il va automatiquement nettoyer la chaîne de caractères pour, avant de faire la comparaison, enlever les espaces, enlever les caractères qui ne sont pas numériques, enlever la zone euro, et on va convertir cette chaîne-là en un vrai numérique avant de faire le réel contrôle qui a été spécifié, supérieur, inférieur, quel que soit le type de contrôle. Tout ce qui est numérique, c'est fait maintenant de manière plus intelligente, donc ça évite de retraiter la chaîne de caractères avant de faire sa comparaison numérique. Et ça fait du coup gagner des propriétés et ça réduit la complexité. On a fait pas mal d'améliorations sur le connecteur FTP côté service. Donc on gère maintenant le SFTP qui n'était pas géré précédemment et on a optimisé la gestion des connexions FTP en remontant des messages d'erreur plus spécifiques sur le type d'erreur rencontrée. On gère le timeout, ce qui n'était pas fait avant proprement. Et on protège les mots de passe qui pourraient être mis dans les URL d'accès FTP. Donc, si vous mettez directement vos mots de passe dans les URL, voilà, ils seront sécurisés côté Cerberus, donc ils seront remplacés par une chaîne générique avec une succession de X majuscules. Pour autant, vous pouvez continuer à l'éditer, on préservera la valeur du mot de passe. Par contre, on ne l'affichera plus. Donc, ça sécurise dans le sens où si vous l'entrez une fois qu'il est rentré dans Cerberus, vous ne pourrez plus le voir, donc il ne sera plus du tout exposé. Si vous voulez le changer, il faut connaître le mot de passe. Mais ça ne vous empêchera pas, bien sûr, de changer l'URL de connexion. Dernier élément, qui est plutôt un élément d'optimisation du code en soi, on a réduit très significativement la taille du WAR. Le package Cerberus, il faisait à peu près 150 MB. On est redescendu à peu près à 100 MB. Donc on a réduit d'un tiers quasiment la taille du paquet qui sera généré.
Donc ça, voilà, on a fait le tour des nouvelles fonctionnalités. Côté bug, on l'a décrit un petit peu. Donc on a résolu quelques bugs d'affichage sur la page d'édition des scripts, notamment quand on spécifiait des conditions dans lesquelles les XPath pouvaient contenir des simples ou des doubles cotes. C'était mal géré au niveau de la GUI. Donc ça, c'était des petits bugs d'affichage qui ont été corrigés. Maintenant, c'est beaucoup plus propre. Sur la home page, on avait, alors je vais peut-être le montrer. Donc, sur la home page, on a toute une série de compteurs d'activités, hein, les graphes l'historique des dernières campagnes, l'historique des exécutions, le nombre de cas de tests. Donc tous ces 3 graphes-là étaient déjà contextualisés sur les systèmes, donc le périmètre applicatif qui était sélectionné. Donc là, ça s'est mis à jour. Par contre, la partie haute, donc les compteurs qu'on voit ici sur les 34 cas de test et 11 exécutions et 11 applications, n'était pas mis à jour par rapport à ce contexte-là. Ça a été fait. Donc, si je choisis Cerberus, mon nombre de cas de test a bougé, mon nombre d'exécutions est bien contextualisé sur mon nombre de systèmes. Dans les bugs, on a fait évoluer, donc du coup, c'est plutôt un bug, la gestion des locales sur la partie Chrome. Dans les versions récentes de Chrome, la manière de passer la locale avait changé. Donc, on a adapté la manière de passer la locale pour que le comportement soit bon. On avait des petits soucis dans l'intégration Browser Stack quand on lançait des campagnes, notamment quand c'était des campagnes liées à des applications App Automate. Donc, on ne récupérait pas bien le hash de la campagne, ce qui fait qu'il y a certains liens entre Cerberus et Browser Stack qui ne se faisaient pas dans la GUI. C'est plus un bug de navigation en conséquence. Hein, l'interconnexion Browser Stack fonctionnait bien, mais on ne récupérait pas mon lien, ce qui fait qu'après l'exécution, le lien dans Cerberus pour aller directement côté Browser Stack n'était pas toujours bon. Et j'ai mentionné les optimisations de scroll to pour rendre l'action plus robuste. La dernière section, donc c'est toute la partie dépréciée. Il n'y a pas grand-chose dans cette release, juste ce service-là qui a été déprécié et du coup qui a été remplacé par une API publique sur un nouveau endpoint, donc une API un peu plus standard, qui accède par le chemin API public. L'objet test cases et on met directement ici le folder et l'ID. En faisant ça, on récupère l'équivalent de ce qu'on récupérait dans cette ancienne API qui a du coup été dépréciée. Et, alors, plus que dépréciée, elle avait été dépréciée dans des releases précédentes. Et donc là, elle a été complètement nettoyée et démontée dans le code. Donc là, si vous utilisez ça, il faudra changer, vous brancher à cette nouvelle API avant de faire le passage de cette release. Dans les sujets un petit peu annexes, on a la structuration des projets GitHub. On a une liste, on a revu un peu et on a renommé l'ensemble des projets pour que ça soit plus lisible pour l'ensemble de la communauté. Donc, on a regroupé les projets core qui contiennent le cœur de l'outil, à savoir le projet principal. Maintenant, ça s'appelle Cerberus Core. Anciennement, ça devait s'appeler Cerberus Source. Qui était un peu ambigu. Donc là, c'est bien le corps de l'outil, donc l'application web et le moteur. On a le projet Core Angular, qui est en version très expérimentale, une tentative d'interface graphique via Angular de la partie Cerberus. On a séparé ici la partie extension robot, qui sont des extensions importante. Donc la première extension, Cerberus Robot Extension, elle permet à la fois de faire de la reconnaissance d'image côté robot et d'accéder aux fichiers ou de préparer des fichiers en upload-download sur les applicatifs. Donc ça permet d'interagir avec le robot de manière beaucoup plus riche. Et puis la dernière option, là, c'est côté robot, c'est le composant qui va permettre d'ouvrir des proxys à la volée et de rediriger une partie du trafic navigateur
sur ce proxy et du coup permettre à Cerberus de faire des contrôles et de vérifier que des hits spécifiques ont bien été faits par l'application. Donc ça, c'est 2 repos qui sont très orientés enrichissement de la couche robot. Et on a séparé tous les plugins de CI/CD. Donc on a du GitHub, du GitLab et du Jenkins, qui sont les 3 plugins CI/CD dans un projet qui s'appelle maintenant Cerberus CI/CD. Et le dernier typologie de repo, c'est l'extension Chrome qui permet notamment de prélever des XPath de type Eratum qui a du coup été séparé aussi dans un autre. Donc ça rend la liste des projets plus lisible et plus claire à comprendre. Les noms étaient un peu plus chaotiques, je dirais, précédemment. Alors avant qu'on se laisse, on a fini sur la roadmap, sur la présentation de la 4.18. On va donner un petit peu de visibilité sur la suite et puis un peu les grands chantiers qu'on est en train d'adresser en termes de dev et d'évolution de fonctionnalités. Donc la plupart seront disponibles dans la prochaine release qui devrait plus trop tarder, donc ce sera la 4.19. La première grosse fonctionnalité, ce sera un simulateur d'appel d'API. Donc aujourd'hui, quand on définit une API dans Cerberus, il faut faire un cas de test pour déclencher l'appel d'API et vérifier que ça fonctionne bien. Dans la prochaine release, il y aura un simulateur qui permettra directement, quand j'édite mon API, de lancer un appel de simulation. Donc je pourrais régler l'environnement dans lequel je souhaite appeler mon API. Définir directement à la volée les potentielles propriétés ou variables nécessaires sur l'appel d'API. En un bouton, l'appel est fait et j'ai directement le résultat. Et si le comportement n'est pas bon, je peux l'éditer et régler la définition de l'API sans devoir passer par un cas de test. Donc ça accélère la définition des cas de test. On va se retrouver avec quelque chose proche de Postman, directement dans l'interface Cerberus. Donc on va... Alors je l'ai mentionné, on a rajouté beaucoup d'actions contextuelles un peu partout dans la GUI, de manière à pouvoir, par exemple, sur un cas de test, directement éditer l'application, sur une exécution, éditer un robot, sur un cas de test, éditer une data lib. Donc tout ça pour accélérer la navigation, évite de repasser par les menus, de rechercher l'élément. Donc l'objectif de cette fonctionnalité, c'est vraiment fluidifier l'utilisation et que ce soit un workflow le plus linéaire possible sans devoir repasser par le menu. Donc il y a beaucoup de boutons, la liste exhaustive, on verra peut-être au prochain changelog, mais il y a beaucoup de boutons qui ont été rajoutés un peu partout dans l'application. On va aussi beaucoup améliorer l'autocomplétion. Donc, quand je l'édite mon cas de test, presque tous les champs sont maintenant en autocomplétion. Ça évite les erreurs sur des booléens, sur des listes d'éléments, sur des choses comme ça. Donc, un peu partout, l'autocomplétion a été rajoutée et enrichie, et plus contextuelle. Les boutons de navigation ont été rajoutés aussi pour accéder plus facilement aux historiques d'exécution. Donc l'idée, c'est pareil, c'est quand je regarde l'exécution d'une campagne, facilement retrouver l'historique de l'exécution de ma campagne sous forme graphique. Et sur une exécution, pareil, retrouver l'historique sur le même cas de test, facilement en un clic, sans devoir resélectionner mon cas de test. On a permis la gestion des fichiers. Donc en data lib, aujourd'hui, on peut uploader du CSV. Dans la prochaine version, on pourra mettre n'importe quel type de fichier. Et du coup, utiliser les data libs de type fichier pour faire les uploads directement côté robot. Donc, si je veux, j'ai un cas de test qui inclut des fichiers de format XML, PDF ou des images. Je peux charger ces jeux de données de type fichier directement dans Cerberus et y accéder dans mes cas de test en uploadant côté robot. Donc, j'ai mon repo de fichiers directement dans Cerberus. Et on est aussi en train, donc tout ce qui est flagué en snapshot, c'est des fonctionnalités qui sont déjà disponibles sur la snapshot, qui n'ont pas encore été réalisées, mais qui sont déjà disponibles sur la snapshot. Dans la snapshot, on a aussi déjà disponible l'introduction d'un délai dans les dépendances d'exécution de cas de test. Donc
Comme vous le savez peut-être déjà, donc à l'intérieur d'une campagne, on peut déjà positionner des dépendances entre mes cas de test, donc forcer une certaine séquence dans l'exécution de mes cas de test. Là, on a introduit la possibilité de rajouter un délai entre les différentes exécutions. Un premier cas de test s'exécute, on introduit une tempo de plusieurs minutes avant d'exécuter le deuxième cas de test. C'est notamment utilisé sur les cinématiques où il y a des passages de traitement ou des traitements asynchrones qui se font entre différents cas de test. Et donc, on ne peut pas enchaîner les cas de test aussi rapidement. Il faut attendre potentiellement une dizaine d'heures le lendemain. Donc, c'est particulièrement pertinent pour ce genre de solution. Dans les features qui sont aussi déjà disponibles, on a maintenant un écran d'analyse d'impact. Vous avez mis des XPath un peu partout dans plusieurs cas de test et vous voulez rationaliser dans une librairie d'objets. C'était compliqué avant de retrouver partout où j'avais utilisé le XPath. Donc maintenant, on a un écran d'analyse d'impact. Il suffit de saisir l'XPath, un bouton recherche qui va sortir toutes les actions, les steps, les contrôles, les propriétés dans les cas de test qui font référence à cet XPath et je vais du coup pouvoir les refactoriser et les corriger si nécessaire. Dans les features qui sont en cours de dev, qui sont plutôt en test, en fin de développement, on va permettre à Cerberus de faire des ouvertures de tickets automatiques directement de serveur à serveur. Aujourd'hui, on peut le faire, mais sous forme d'interface graphique. On redirige vers l'outil ticketing et en essayant de véhiculer des informations, mais on doit quand même faire des actions dans l'outil ticketing Jira ou autre. Donc, on fait de la redirection d'URL. Donc dans la future release, on va mettre des connecteurs API directement entre ces outils-là. Voilà, l'objectif final étant de ne pas devoir aller dans Jira pour créer automatiquement les tickets et de sécuriser que quand je crée un ticket, j'ai bien mis la totalité des éléments nécessaires pour que l'analyse soit faite côté Jira. Donc les liens vers les traces, des choses comme ça. Donc le maximum de détails avec du coup un simple clic dans Cerberus qui ouvrira les tickets. Donc voilà, un connecteur Jira a été fait. À partir du moment où l'outil ticketing a des API à disponibilité, on pourra facilement le brancher. Le principe de plugin et connecteur sera fait de manière générique et permettra facilement d'intégrer n'importe quel outil ticketing. On a ça c'est encore de dev, c'est pas encore complètement disponible en snapshot. On a des nouveaux écrans d'analyse d'exécution de campagne qui nous permettront d'aller plus loin aussi, d'analyser les campagnes, mais sur un axe par environnement, par pays. Voilà, regarder les fréquences d'OKKO par déclinaison de pays sur une durée. Donc c'est des analyses un peu plus poussées pour les campagnes qui tournent sur des contextes un peu plus compliqués. Donc ça, c'est en cours de dev, c'est plutôt bien avancé et on a la bascule sur les connecteurs Selenium Catapium 2 qui sont aussi en cours bien avancés. Donc unitairement, ça tourne. Il y a toute l'intégration qui est encore un petit peu à faire et puis une grosse phase de test à faire sur le sujet, mais on est plutôt bien avancé, plutôt en fin de bascule sur les dernières versions des frameworks d'automatisation. Voilà, j'ai passé en revue à peu près tout ce qu'il y avait en roadmap, mais pas mal de choses qui arrivent. Pour rappel, donc le petit slide voilà, qui montre que voilà, Cerberus est en capacité de s'intégrer avec beaucoup d'outils du marché. Un petit rappel sur le fait que voilà, on met à disposition un mode SaaS pour ceux d'entre vous qui veulent essayer sans gérer l'administration technique de l'outil et se concentrer sur l'usage. Voilà, on a fait une passe complète sur cette version de Cerberus. Donc la prochaine, la 4.19, devrait pas trop tarder, je pense d'ici 2-3 semaines à mon avis. Et on refera une séance pour aller plus en détail de ce que j'ai rapidement évoqué ici en roadmap. J'espère que la vidéo vous a plu et puis voilà, à bientôt. N'hésitez pas sur Slack, par email ou directement sur GitHub. On se fera un plaisir de vous aider à utiliser l'outil et vous accompagner du coup dans vos
dans vos cas de test ou même dans vos use cases de monitoring. Et ça sera avec un vrai plaisir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.